Donc, merci de votre indulgence. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une centaine de personnes inscrites. On est un petit peu moins de 70 maintenant. Donc, bienvenue à tous. Donc, je vais commencer rapidement à présenter Fluxaqua. Donc, nous sommes une société informatique de 23 personnes qui est matérialisée par une plateforme web spécifique pour les exploitants des services d'eau et d'assainissement, avec un premier pilier qui est le développement de nos applications. Donc, en l'occurrence, c'est le qu'on va vous montrer juste après, pour pouvoir mettre à disposition donc, des outils numériques simples et efficaces pour valoriser les données issues des systèmes de télégestion. En parallèle de ça, on a notre forum d'entraide technique qui est disponible, libre d'accès, où en fait les exploitants peuvent se retrouver pour partager des informations sur des problématiques rencontrées au quotidien. On est plutôt orienté technique terrain. C'est libre d'accès, c'est rapide pour faire les inscriptions. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 visiteurs uniques chaque mois qui viennent se renseigner ou glaner de l'information sur le forum. Et puis, dernier pilier, donc on développe un blog sur lequel on reprend un certain nombre d'articles sur des sujets qui sont présents sur le forum, comme par exemple sur la partie sectorisation. Et puis, on a une petite activité sur la partie job où on centralise toutes les informations et les offres d'emploi du domaine de l'eau et de l'assainissement. En termes de tableau de bord, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, donc, ce sont des outils numériques donc accessibles à travers Internet, donc PC, smartphone ou tablette. Ça permet en fait de traiter les informations en provenance des systèmes de télégestion. Je reviendrai après sur la petite explication de comment on fait. L'idée, c'est d'avoir des outils qui soient facilement et rapidement configurables par des personnes qui ne soient pas forcément spécialistes de la télégestion, de l'automatisme, voire même de l'informatique, puisque c'est nous qui prenons en charge toute cette partie-là. Et l'idée, c'est de pouvoir calculer et hiérarchiser automatiquement les indicateurs métiers qui sont importants, et notamment dans la sectorisation. Pour pouvoir faciliter l'analyse des données, et puis, bien sûr, partager l'information au maximum au niveau des équipes et au niveau des personnes qui peuvent être intéressées par le suivi de ces indicateurs. Le mode opératoire de Fluxaqua depuis le début est de prendre en considération l'expertise de nos utilisateurs. Donc, bien souvent, les fonctionnalités développées ont été faites sur la base de sites pilotes, dont certains présents ont participé, et évoluent au fil de l'eau en fonction des retours qu'on peut avoir. L'idée, c'est pas de faire du spécifique, mais c'est de mutualiser toutes les demandes qu'on a de nos utilisateurs pour pouvoir les transformer en fonctionnalités et faire évoluer les applications en fonction des réels besoins ressentis sur le terrain. Donc, où est-ce qu'on intervient? Donc, sur la chaîne des remontées de données, en fait, on se situe sur la partie analyse. Donc, c'est un outil complémentaire par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui ou ce que vous pouvez avoir. Sur la gauche, on a toute la partie mesure, toute la partie prise d'informations, notamment sur les compteurs pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la partie transmission avec tous les systèmes radio, téléphone ou télécom qui peuvent exister. Et les données remontent donc sur les systèmes de collecte d'informations, donc les postes centraux, les PCWin, les Topcapi, enfin donc tout ce qu'on peut appeler éventuellement SCADA, qui permettent aussi de piloter le fonctionnement du réseau. Donc tout ça, c'est la chaîne amont dont on a besoin et dont on se nourrit pour venir alimenter les tableaux de bord et réaliser les indicateurs. Donc en sachant que ce transfert des données se réalise via un interfaçage sécurisé par l'installation d'un connecteur qui a été développé par un de nos collègues Fluxaqua, qui s'installe sur le PC sur lequel il y a le système de télégestion et qui pousse quotidiennement les informations sur les serveurs qu'on utilise. On peut aussi en parallèle éventuellement se connecter sur des concentrateurs de données qui remontent des informations concernant par exemple des compteurs qui remonteraient par des data loggers directement sur un service comme peut le faire WebLF chez Sofrel ou PrimeWeb chez Primayor. Toutes nos applications sont focalisées et développées sur l'eau potable et l'assainissement. Donc, le sujet d'aujourd'hui qui sera la sectorisation et le sujet de demain sur le suivi des réseaux d'assainissement avec, par exemple, l'autosurveillance ou le suivi des postes de relevage. Un petit rappel des points clés qui permettent de focaliser un petit peu sur les applications. Déjà, le premier point, c'est pouvoir sortir des indicateurs pour satisfaire aux usagers, donc notamment pour la sectorisation, le Grenelle et puis les impositions qu'il y a en termes de rendement, donc la chasse aux fuites, grosso modo. La capacité à pouvoir collecter les données sur des sources différentes, donc je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir rapatrier sur
un seul outil différentes informations si on a par exemple plusieurs serveurs ou plusieurs postes centraux, notamment avec les regroupements de communes, c'est ce qu'on a pu aussi constater, pour pouvoir ensuite analyser et rapidement valoriser les données issues de la sectorisation avec des indicateurs qu'on verra tout à l'heure que Simon présentera, notamment un débit minimum, les volumes journaliers et puis les indices linéaires de perte théoriques. Le but étant de pouvoir détecter rapidement les dérives par rapport aux seuils que vous avez vous-même fixés, puisque c'est vous qui avez la main sur les seuils que vous avez fixés, qui vont vous permettre de créer des alertes quotidiennes sur les potentiels dépassements ou les anomalies constatées sur le réseau. Et puis, bien sûr, partager facilement les indicateurs entre tous les intervenants avec un système de rôle qui est attribué aux utilisateurs avec des fonctions d'observateurs jusqu'aux fonctions de paramétreurs ou d'administrateurs de l'application. On va arriver bientôt sur le sujet de la sectorisation qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on a juste voulu faire un petit rappel. Vous avez sur la gauche un schéma qui rappelle symboliquement l'organisation ou l'arborescence d'un réseau que vous pouvez ensuite reconstituer dans les applications. Bien noter qu'il y a deux approches aujourd'hui. Il y a l'analyse des valeurs qu'on va faire compteur par compteur. Et nous, ce qu'on propose en complément, c'est de pouvoir faire une analyse automatique des périmètres de fonctionnement au niveau de chaque secteur, c'est-à-dire soustraire ou cumuler les index, comptabiliser les volumes entrants et les volumes sortants, et puis ensuite recalculer le débit minimum de chaque secteur, pouvoir le suivre quotidiennement en fonction des seuils que vous avez fixés, et puis le comparer au volume de chaque secteur pour éventuellement détecter les anomalies. Avec l'idée, c'est d'avoir un suivi quotidien des dépassements de seuil et de pouvoir analyser en 10 minutes, en fonction de la taille de son réseau, bien sûr, aller focaliser uniquement sur les anomalies et pas sur ce qui fonctionne bien. Voilà. Bon, il y a un petit schéma en dessous qui représente en fait le fait de pouvoir faire un calcul et d'additionner et de soustraire les compteurs entrants aux compteurs sortants permet d'éventuellement de détecter une fuite ou une anomalie potentielle de façon beaucoup plus fine que si on regarde compteur par compteur. Donc ça, c'est ce que permet l'application et une fois qu'on a fait la configuration, comme on le verra tout à l'heure, de le faire de façon automatique. Voilà, donc avant de passer la main à Simon, qui est donc mon collègue au niveau du support et qui est là pour aider les utilisateurs à faire les premières configurations. Sur la gauche, vous avez toute la partie eau potable, donc les applications liées à l'eau potable, donc suivi des secteurs qu'on va regarder, suivi des unités de production d'eau, et puis un module un peu spécifique pour pouvoir permettre de suivre les volumes en distribution au niveau d'un service global. Pour l'assainissement, mais ce n'est pas le sujet du jour, il y a 4 applications, dont une qui est en cours de développement. Le suivi des équipements électromécaniques, notamment les postes de relevage, suivi des déversements avec génération des formes à cendres, sur la partie DO, suivi des petites stations d'épuration, et puis donc en cours de développement, une application pour le suivi des données d'autosurveillance avec aussi la capacité à générer les bilans cendres. Et puis en complément de ça, on a des outils de relève manuel qui permettent surtout, alors soit de rapatrier des informations d'installation non télégérées, mais plutôt de rapatrier des informations d'analyse qui ont été faites sur site et qui permettent d'être intégrées aux applications. Je pense notamment, par exemple, sur des analyses de chlore ou de turbidité pour le suivi des unités de production ou des analyses des BO, des CO pour les DO ou les stations d'épuration. Et puis, un centre d'aide donc, qui est matérialisé au milieu de l'écran par Simon et Guillaume, qui sont là pour aider au quotidien les utilisateurs à paramétrer ou éventuellement à interpréter les courbes, répondre à toutes questions au fil de l'eau. Je vais donc passer la parole à Simon. Je vais quitter l'écran et puis je vous retrouve juste en fin de présentation pour la conclusion. Merci David. Donc je vais partager mon écran. Hop. On voit mon écran, c'est bon? Si tu peux me confirmer David, oui, parce que du coup je ne vois plus. Ouais, ça marche nickel. Merci donc pour cette introduction. Donc bonjour à tous, je m'appelle Simon et je vais vous présenter l'application sectorisation de FluxAqua. Voilà, alors comme évoqué précédemment, nos applications sont construites en étroite collaboration avec nos utilisateurs. C'est pour ça qu'on y retrouve des indicateurs, ou en tout cas on est censé retrouver des indicateurs métiers qui font sens, avec le débit et le volume pour le cas qui nous intéresse ici. Globalement, nos applications sont pensées de la même façon, donc c'est-à-dire qu'on a une page de synthèse générale en fait qui nous permet de suivre l'état général de notre réseau, donc du réseau d'eau potable en l'occurrence. Et ensuite, on pourra, si besoin, aller cliquer plus en détail sur chacune des installations et des secteurs
pour aller creuser la donnée, émettre des hypothèses et puis conclure sur différents problèmes. Voilà, alors comment ça fonctionne? Sur le principe, nous avons des indicateurs de couleur, donc comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons des indicateurs de couleur sur le débit et le volume. Ces indicateurs de couleur répondent en fait à des seuils qui sont fixés par l'exploitant, parce que c'est vraiment lui qui va avoir la connaissance métier et terrain, qu'il aura fixé sur ces secteurs, et en fonction des valeurs qui sont remontées chez nous, puis calculées via le petit schéma qu'a expliqué David via nos équations, vont en fait répondre favorablement ou non au seuil, qui vont se colorer en fonction de la taille ou de la grandeur du dépassement. Alors, je vais revenir en arrière parce que je sais que sur hier on avait l'autre couleur qui manquait. Voilà, donc pour les seuils, donc nous avons le petit panneau rouge qui lui indique un dépassement important, donc plus de 20% de la valeur du seuil. Le petit panneau jaune, un dépassement moins important. Le vert, tout va bien. Et en bas, on peut voir aussi l'indicateur manque de données qui lui stipule que sur le secteur concerné, un des capteurs n'a pas remonté de données pour la journée en cours. Voilà, donc ça traduit des problèmes potentiellement de communication ou du Sofrel, enfin de l'appareil de mesure avec la supervision, ou même de la supervision avec Fluxaco. Voilà, mais c'est pas une donnée vraiment purement technique au sens chiffre, mais ça a quand même une valeur au niveau de l'exploitation pour connaître en fait l'état du paramètre du parc de compteurs. Voilà. Pour ce qui est de la vue macro, donc nous allons ensuite cliquer sur le secteur 7 ici pour aller investiguer un peu plus et aller creuser la donnée. Avant ça, je vais quand même vous parler des fonctionnalités d'ergonomie, d'exploitation et de configuration de cette page. Donc nous avons plusieurs fonctionnalités, donc notamment la possibilité de reproduire ou de schématiser en tout cas l'arborescence du réseau avec de la création de ce qu'on appelle chez nous service, donc ça correspond à un dossier ou un sous-dossier. Donc imaginons dans le cas d'une collectivité donc qui regroupe plusieurs communes, on pourra créer un service par commune et donc rattacher ensuite les secteurs de chacune des communes à la sous-entité dans Fluxaqua. Voilà, ça permet de répartir, de classer. Pour la visibilité, ça peut être plus net et également pour les utilisateurs, si un agent est affecté seulement à une commune, on peut lui donner seulement la visibilité à cette zone-là. Voilà, donc tout ça c'est trié. Donc ici dans l'exemple, nous avons deux communes, enfin deux sous-services en tout cas, avec la ville basse et la ville haute. Donc si jamais je clique, imaginons sur la ville haute, voilà, je n'affiche que les secteurs de la ville haute. Donc on a une petite fonctionnalité de tri à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est de l'ergonomie, donc comme vous avez pu voir juste avant, je suis revenu en arrière en termes de date. Donc je peux naviguer comme ça et aller observer les tendances en fait et les alertes des jours précédents, voilà, en revenant en arrière ou en avançant, ou tout simplement avec le calendrier ici. Pour ce qui est ensuite des fonctionnalités qui sont plus proches de l'exploitation, nous avons le bouton cloche, juste là, qui permet en fait de se programmer des notifications, donc à heure fixe. Vous allez pouvoir vous générer un envoi de mail donc quotidien, qui va récapituler l'état de votre secteur. C'est-à-dire que vous allez recevoir par mail en fait les secteurs en dépassement. Donc imaginons aujourd'hui, donc enfin pas aujourd'hui du coup, avant-hier, 7 avril, nous aurions reçu dans notre notification, dans le tableau de dépassement de débit, les 2 premiers secteurs, dans le tableau de dépassement de volume, les 3 premiers, et dans le dernier tableau de manque de données, hop, le secteur numéro 3. Voilà à quoi ça correspond. Donc ça peut éviter pour certains d'aller se connecter ou au contraire d'inciter à aller se connecter. Voilà, alors ensuite pour ce qui est toujours de l'exploitation, donc le bouton d'export, juste ici, qui permet en fait de se sortir sur Excel de formats différents, donc CSV ou XLS, sur la période souhaitée, un tableau donc dans lequel on va retrouver les volumes journaliers et les débits minimums relevés pour chacune des journées de l'ensemble en fait du paramètre du parc qu'on visualise. Donc là, je suis sur Fluxville ici. Donc en fait tout ce que je vois là, je vais l'exporter sur la période choisie. Pour ce qui est de la configuration, nous avons ici le bouton qui permet de créer un nouveau secteur avec tout d'abord le choix du sous-dossier de la commune. Donc voilà, imaginons Villebasse AEP. Je choisis ensuite mon superviseur, donc c'est celui dans lequel je vais aller piocher les capteurs pour configurer mon secteur. Voilà, que je peux nommer peu importe, secteur 9. Voilà, donc
un petit message qui notifie de la configuration. Donc je peux accéder directement à la configuration de ce secteur-là. Puis je le vois aussi là il s'est rajouté juste ici. Je pourrais ensuite venir y rajouter des capteurs, a posteriori des seuils, pour qu'ils fonctionnent en fait comme ses cousins. Pour ce qui est également de la vue de synthèse, donc là on est par défaut sur la vue tableau. Il est possible aussi d'aller voir la sectorisation sous forme de cartographie. Avec, voilà, donc c'est un fond classique Google Maps. On peut zoomer un peu. Donc on est sur la ville d'Agen. Pas de message subliminal, hein. Voilà, donc on retrouve des pins de couleurs en fonction de l'état de nos secteurs par rapport aux seuils qui sont fixés. Donc il suffit en fait de renseigner nos coordonnées GPS, hein, sur un secteur pour le voir apparaître sur le plan. Et puis si on clique dessus, voilà, on retrouve les mêmes paramètres, hein, que pour le tableau, avec le débit et le volume ici. Voilà, donc c'est une autre possibilité. Donc je reviens sur la vue tableau, et donc là on va se mettre dans la peau d'un exploitant donc qui arrive le matin sur son flux aqua et qui constate que le secteur 7 est en dépassement, hein, et en dépassement entre guillemets prioritaire parce que c'est lui qui a le dépassement de débit le plus important, donc le secteur est en tête de liste, hein. Voilà, donc ça vous l'avez compris, on classe en gros du plus rouge au plus vert, hein, sauf pour les manques de données qui sont à la fin, mais pour ce qui est des volumes et des débits c'est comme ça. Voilà, donc je vais cliquer sur le secteur 7. Alors je m'étais préparé l'onglet au cas où. Et on va laisser la magie du direct opérer. Je vais arriver du coup sur mon secteur 7 avec les indicateurs suivants sur 30 jours. Voilà, donc c'est la période de visualisation par défaut lorsqu'on arrive. Donc ici, on peut voir un graphique avec un histogramme bleu et une courbe jaune. On a les petits pointillés bleus et rouges aussi. Alors l'histogramme bleu correspond au volume distribué. Voilà, si je clique dessus, j'ai mon détail. Qui répond au seuil, donc objectif de volume distribué, qui est en bleu lui aussi. Et la courbe jaune qui représente, elle, le débit minimum sur la journée concernée. Voilà, avec le seuil rouge ici qui répond. Donc tout ça, c'est expliqué dans la légende juste en bas. Voilà, donc vous avez le détail. Ces données sont présentes aussi, si on le souhaite, sous forme de tableau. Voilà, donc sur la période visualisée, toujours pareil, les 30 jours. Et nous avons aussi quelques statistiques sur le volume et le débit, et également l'ILP, si jamais on se renseigne le linéaire de réseau. Alors là, c'est un ILP théorique calculé avec à partir du débit minimum, hein. Donc on ne tient pas compte pour le coup de la consommation abonnée, hein. Voilà. Et ces statistiques, bien sûr, sont glissantes en fait. Donc là, on est sur 30 jours. Si jamais j'élargis ma période de date, comme on verra tout à l'heure, les statistiques évoluent en fonction. Voilà, donc la moyenne, le maximum, et tout se refait en fonction de ce qu'on visualise. Ensuite, pour ce qui est des fonctionnalités, on a toujours un export ici, mais pour le coup qui est individuel, donc à ce secteur-là seulement, et la possibilité de faire aussi des imprimes écran, donc des graphiques et de la partie tableau, pour le rajouter à des rapports si besoin. Donc toujours pareil, donc là je vais revenir sur le cas métier. Donc nous avons cliqué sur notre secteur parce que nous avons constaté un dépassement. Donc en effet, on voit bien ici que l'histogramme bleu dépasse le seuil bleu, déjà depuis un certain temps, d'ailleurs on ne voit pas depuis quand. Et pareil pour le débit qui dépasse la ligne rouge. Donc là l'idée ça va être d'essayer de comprendre, ou en tout cas de repérer le moment où on a commencé à observer ces dérives-là. Donc pour ce faire, je peux ici élargir la période de visualisation. Voilà. Donc je vais me placer sur octobre, depuis octobre 2019. Donc pour gagner un peu de temps, voilà, donc il est là. Bon, ouais, on va rester sur celui qui est déjà chargé. Voilà, donc déjà, on peut observer une tendance avec l'augmentation qui est assez visible ici à ce moment de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on voit qu'avant, le débit minimum était à 0. Donc, c'est plutôt un bon débit, un bon débit minimum nocturne, enfin journalier pour le coup. Et le volume aussi, lui, était en dessous du seuil et a commencé à dépasser à cette fin de mois là. Voilà, donc on a le volume qui a quasiment doublé, hein, et le débit qui est passé de 0 à environ entre 1,5 et 3 mètres cubes heure. Voilà, donc maintenant, en tant qu'exploitant, donc
toujours, il faut bien comprendre que nous, on n'a pas en théorie de connaissances métier ou terrain, donc c'est vraiment à l'exploitant de se tirer ses propres conclusions. Alors nous, après, on peut aider à l'interprétation, voilà, à bien utiliser l'outil, mais c'est vraiment l'exploitant qui va conclure, enfin déjà qui va émettre des hypothèses et puis qui va conclure en fonction de ce que lui connaît du réseau, quoi. Donc là, moi, je vais essayer de supposer des choses qui vont aller bien avec le fil de la démo. Voilà, mais c'est vraiment, hein, nous, on est là pour historiser de la donnée, mettre en forme et donner des outils vraiment pertinents, quoi. Voilà. Ceci dit, donc qu'est-ce qu'on peut essayer de supposer? Donc on peut imaginer une fuite, par exemple, qui serait survenue à cette date-là, avec une augmentation du débit qui est corrélée à l'augmentation du volume. C'est assez cohérent. Le souci, c'est que si jamais on suppose que l'exploitant utilise FluxAqua, il aurait dû se rendre compte de cette anomalie, étant donné que les seuils étaient vraiment dépassés, et qu'il aurait du coup engagé des mesures nécessaires à la recherche et à la réparation de la fuite. Donc on pourrait supposer aussi plutôt quelque chose de plus durable comme un élargissement du périmètre en fait ou de ce secteur-là, quoi, une reconfiguration du réseau qui ferait que ce secteur est plus gros et du coup quelques lotissements en plus, donc une consommation en termes de volume journalier plus forte. Le problème avec cette hypothèse, ça reste le débit minimum qui est assez fort, donc ce qui suppose une consommation la nuit. Donc ça met à mal un peu l'hypothèse du résidentiel, quoi, surtout qu'avant on avait bien un débit minimum à zéro. Donc on pourrait arriver à l'hypothèse d'un industriel, par exemple, qui serait greffé à cette portion du réseau et qui aurait démarré son activité donc à cette période-là, un industriel dont les procédés de fonctionnement tournent aussi la nuit. Et donc, du coup, ça pourrait expliquer ces augmentations-là. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi à ce moment-là, en plus d'observer ce graphique-là, c'est d'aller creuser encore plus la donnée, hein. Vraiment, on parlait de vue macro et puis d'aller creuser la donnée. On a trois niveaux finalement. On a le niveau macro, le niveau graphique général, et puis après, on va pouvoir aller observer les tendances journalières. Avant d'aller cliquer sur le détail des journées, donc, qui correspond aux tendances journalières de ce secteur-là, on va évoquer les deux fonctionnalités ici, de modification et de commentaire. Donc la modification, donc, comme son nom l'indique, ça permet de modifier donc les valeurs de la journée. Donc aujourd'hui, je vois que sur cette journée-là, j'ai un 85 mètres cubes distribué. Mais imaginons j'ai une valeur totalement aberrante à cause d'un changement de compteur, par exemple, qui écrase mon échelle et donc plus rien n'est interprétable. Je peux venir modifier cette valeur-là pour éviter qu'elle gâche le reste de mon graphique. C'est ce qui s'est passé ici, là. Je ne sais pas si vous voyez un bleu plus clair à ce niveau-là. Quand le bleu est plus clair, ça veut dire que la journée a été modifiée manuellement. Donc là, si je clique sur modifier, voilà, on voit la modification avec le petit commentaire qui est laissé pour notifier cette modification-là. La deuxième chose, donc, c'est un point assez important dont on veut parler, c'est le commentaire. On a aussi vocation à faire du partage de données, puis l'envie de faire un peu cahier de vie, puis de suivre un peu le réseau en termes de voilà d'utilisation quotidienne et de référencer, par exemple, les opérations qui auraient pu être faites dessus pour voilà pour mettre du volume et du contexte à tout ça. Et les agents, en fait, qui travaillent sur une zone peuvent laisser un commentaire sur une journée afin que les collègues, du coup, soient au courant de ce qui a été fait et même ce qui aurait pu se passer si on veut remonter de l'historique, voilà, c'est toujours bien de savoir ce qu'il y a eu. Donc là, je vais prendre par exemple cette journée, là, ce gros pic, qu'on voit qu'il y a un petit 2 au-dessus. Ça indique en fait le nombre de commentaires laissés sur cette journée-là. Donc je peux aller voir ici donc les commentaires qui sont laissés. Donc je vois test pays, donc test poteau incendie, et ensuite test pays resté ouvert. Donc ça pourrait dire éventuellement qu'on a eu un test sur un poteau incendie, on a oublié de le refermer, ce qui peut expliquer ce survolume important. Voilà, donc là l'agent le notifie, comme ça tout le monde est au courant, on sait que ça s'est passé, et ça permet de justifier après voilà l'avis du réseau, toujours pareil. Voilà, et tout ça, on peut le retrouver évidemment dans les commentaires du tableau. Voilà, donc tout ça là, on le voit sur le côté à droite, et toutes ces données sont évidemment retrouvées dans l'export, qui permet voilà de garder une trace également. Donc je reviens sur mes journées là qui commençaient à dériver. Donc on avait dit qu'on allait voir le détail des journées. Hop. Voilà, donc l'objectif c'est de voir la tendance, voilà, du débit et du volume sur la journée. On va arriver sur une page qui est composée de deux types de graphiques. Donc le premier graphique qu'on va voir apparaître, celui du haut, ce sera le graphique qui correspond en fait à l'équation du secteur.
Donc, comme l'avait expliqué David, on a des compteurs potentiellement entrants, sortants ou que entrants, hein, ça c'est pas gênant, mais qui vont s'ajouter ou se soustraire en fonction de leur type et qui vont générer cette courbe-là d'équation globale du secteur. Voilà, donc ces compteurs, ils sont en dessous. Chacun a son graphique, donc c'est ce qu'on appelle nous, le détail des index. Donc sur ce secteur-là, nous avons deux compteurs. Ah non, nous avons trois compteurs. Ah oui, trois compteurs. Ça, c'était voilà, la magie du direct. Trois compteurs avec un compteur sortant, hop, qui arrive ici. Donc on voit en fait le petit carré qui représente le secteur avec la flèche qui en sort, et les compteurs entrants qui sont là. Donc ces compteurs, en fait, ils font s'ajouter et se soustraire pour générer la courbe bleue ici, qui elle-même va générer la courbe de débit. Voilà, c'est comme ça qu'on les calcule. On pourra en parler si vous voulez à la fin du détail des calculs, où on peut vous fournir de la documentation là-dessus, où vous l'expliquez clairement. Donc là déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a typiquement un fonctionnement de secteur résidentiel, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment un débit minimum à 0 la nuit, et puis on peut observer les augmentations en fonction des heures d'activité des gens. Donc voilà, les gens se lèvent le matin à 8 heures, hop, on a une petite chute au milieu de la matinée avec une remontée le midi, les gens rentrent manger, puis pareil, un petit creux dans l'après-midi. L'heure du goûter, voilà, on remonte, c'est le soir, on mange, il y a de la consommation, et puis ça chute jusqu'à revenir à zéro dans les heures où tout le monde normalement est couché. Voilà, donc là on est encore sur une journée qui fonctionnait correctement entre guillemets. Et donc là, si je me décale, parce que je suis à la frontière, donc normalement le jeudi 31, c'est là où on observe les débits minimums un peu plus forts. Voilà, on voit bien que le débit minimum à 0 la nuit n'est plus d'actualité. On retrouve des débits qui sont situés entre, voilà, on est vraiment sur du 4 mètres cubes heure. Donc voilà, sur le volume total, ça fait quand même pas mal. Donc voilà. Donc on arrive là-dessus, c'est à l'exploitant encore une fois de conclure par rapport aux hypothèses qu'il a émises. Donc moi je vais rester sur l'idée de l'industriel qui est arrivé parce que ça me va bien pour glisser sur la configuration, pour vous parler des seuils. En effet, là on reste sur l'hypothèse de l'industriel. On voit donc que les seuils ne sont plus adaptés à la réalité du réseau, donc il faut aller les modifier. Voilà, alors pour aller les modifier, on va aller se rendre dans la partie configuration. Voilà, donc là, on arrive dans un premier temps sur la configuration des capteurs. Donc, on retrouve voilà, nos deux capteurs entrants et notre capteur sortant. Donc, on y reviendra après pour vous montrer comment ça fonctionne, mais on va rester sur les seuils d'abord. Donc, je clique sur Objectif. Bon, j'ai bien mes seuils de débit minimum ici et de volume distribué, donc ils sont à 1 et 170. Je peux cliquer sur Modifier. Et donc là, nous avions parlé d'un débit, je crois, à 4 mètres cubes heure. Donc voilà, on va quand même coller à la valeur, on va dire 4,5. En termes d'alerte, et 230, imaginons, pour le volume. Et donc ces seuils seront effectifs dès demain, voilà, avec nos prochains recalculs. Pardon. On peut aussi noter la fonctionnalité d'ailleurs qui est activée pour le volume de modulation par semaine et par période. Donc la modulation par semaine, c'est intéressant. Donc en fait, le cas concret, c'est-à-dire que là, je vais cocher, imaginons, mon dimanche et mon samedi. J'applique -2, hop, j'ai loupé le -2. Donc ça veut dire que le samedi et le dimanche, mon seuil ne sera pas de 4,5, mais de 2,5. Voilà, alors concrètement, ça traduit un fonctionnement potentiellement de zone artisanale sur laquelle on a des entreprises qui ne fonctionnent pas le week-end, avec un seuil du coup qui peut être affiné hein, pour être sûr de ne rien louper en termes de fuite. Voilà, et on a la même chose pour le volume. Non, pas oui, pour le volume, on a la même chose, mais je voulais dire par période. Ça correspond plutôt là à des périodes un peu plus touristiques, du style un camping qui est sur une zone, et donc je sais pas, de juin à octobre ou à septembre, on va avoir une consommation beaucoup plus forte, donc il faudra rehausser les seuils pour éviter d'être alerté pour rien, quoi. Voilà, donc on choisit une période qui va revenir chaque année avec une variation de seuil. Voilà, donc je reviens maintenant sur. Attendez, je vais quand même vérifier que tout le monde est là. Oui, c'est bon, parce que vu que j'entends rien. Je reviens sur ma page capteur pour vous parler du coup de la configuration. On est tout oui, on est là. Ouais, parfait. Je reviens donc sur la configuration des capteurs. Là, j'ai la liste des capteurs qui sont déjà configurés, donc on a des entrants et des sortants. Si je clique dessus d'ailleurs, voilà, ça, on n'avait pas fait l'entraînement, mais ça peut être intéressant. On va avoir la donnée brute vraiment. Je vais laisser charger, on y reviendra après. La donnée brute en fait qui provient de votre supervision. Donc ça aussi, ça peut être un bon comparatif pour voir vraiment que la donnée correspond, quoi. Donc je vais cliquer sur la configuration purement flux à quoi. Donc je suis ici
sur la page d'ajout de mes capteurs. Donc là, nous, on est interfacé avec votre supervision, c'est-à-dire qu'on a un connecteur qui est installé sur votre PC, sur le PC sur lequel se trouve la supervision, et ce connecteur se lance à heure fixe, il peut y avoir plusieurs heures de lancement par jour, et nous envoie vos données. Et donc, nous, à partir de là, on va pouvoir faire nos calculs. Alors, quand je dis données, je parle des mesures, évidemment, mais on a aussi les contextes des capteurs. Donc, quand je dis contexte, c'est les noms, les unités, quoi, et toutes les installations dans lesquelles sont les voies, enfin, voilà, tout votre schéma. Et donc, en gros, pour retrouver un capteur dans Fluxaqua, il suffira de connaître son nom dans votre supervision. Hein, donc, on a des recherches intuitives qui permettent facilement de le retrouver. Donc là, je vais taper des noms, des mots qui composent le nom d'un capteur, pas forcément dans l'ordre non plus, hein, la recherche est intuitive. Moi, je tape Secto 02, donc bon, c'est déjà celui qu'il y a, mais imaginons je laisse juste 00. Je vais avoir une proposition plus large, mais à partir du moment où je connais bien ma supervision, voilà, c'est assez facile de retrouver les capteurs, quoi. Voilà, donc là, imaginons, j'ai mon secteur qui a changé, je me rajoute un petit capteur en sortie, et une fois que j'aurai validé, il sera pris en compte dans dans le prochain calcul, quoi, dans l'équation. Je profite aussi de ça pour vous parler de la fonctionnalité cuve. Donc entrant-sortant, hein, vous avez compris, c'est entrant compte positif dans l'équation et le sortant négatif. Voilà, donc après c'est toujours entrant-sortant par rapport à un secteur, hein, donc à un patatoïde, hein, comme le schéma de David l'expliquait. Et la cuve, qui, elle, est utile en cas de présence de réservoir sur une zone. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a un réservoir qui va potentiellement être alimenté par des capteurs entrants, mais ensuite, une fois que le réservoir est plein, l'alimentation provient de ce réservoir-là, et il peut se passer que les compteurs entrants ne tournent pas, mais les compteurs entrants tournent. Et étant donné que nous estimons, nous, en permanence, le volume qui est dans le réservoir avec cette fonctionnalité-là, on va noter vraiment l'eau qui sort du réservoir qui va compter comme entrant dans le secteur entre guillemets, et ça évitera les débits négatifs. Voilà, donc je passe un peu vite, on pourra en reparler si vous le souhaitez plus tard. En fait, il faut juste comprendre que nous, on met un capteur de niveau ici avec une table hauteur-volume de correspondance en fait pour dessiner le profil du réservoir, et on estime en permanence le volume présent dans le réservoir pour le soustraire à l'équation. Voilà pour ça. Je reviens ici. Donc voilà, donc là nous avons vu notre cas pratique. Je vais juste, j'avais gardé ça ici, pour vous montrer le cas d'une fuite dans Fluxaqua. Voilà, donc là c'était le secteur 7, toujours le même secteur, mais sur une autre période de temps. Voilà, donc là on est début septembre, non, mi-septembre 2019. Donc on voit ici donc un débit minimum toujours à 0, voilà, avec un volume qui est sous le seuil. Et là, hop, il commence à augmenter. Le débit aussi, lui, dépasse sa valeur seuil en rouge. Et voilà, donc on a le pic qui arrive là. Et puis un retour à la normale qui revient. Donc on peut supposer ici que l'exploitant a repéré la fuite grâce à Fluxaqua avec le dépassement des seuils. Le temps de la recherche, voilà, on a 1 ou 2 jours. Et puis voilà, le pic, la réparation, ça rechute, et puis tout revient à la normale. Et avec le commentaire qui va bien, pour indiquer qu'on a réparé la fuite. Bon, pour le coup, c'est moi qui l'ai laissé, mais c'est pour l'exemple. Voilà. Donc avant de rendre, donc ça c'est oui, on est vraiment sur le cas typique hein, de la fuite, de la cassure soudaine ou de l'usure, du déboîtement, enfin, ce qu'on veut, et le traitement via Fluxaqua et l'interprétation de l'agent de terrain. Voilà, avant de rendre la main à David, donc je vais conclure rapidement sur les deux utilisations principales qu'on voit de Fluxaqua, comment nous l'avons pensé. Donc, je reviens sur la page de synthèse. Donc, on a vraiment cette utilisation quotidienne avec des faits objectifs qui permet de suivre au jour le jour, donc et un peu en mode coup de poing, c'est-à-dire qu'on voit un dépassement, pof, on intervient, donc de la vie du réseau. Mais on a aussi ce côté historisation de la donnée avec voilà des périodes de temps qu'on peut visualiser sur des plages de temps plus larges et qui donc permettent d'identifier des tendances. On a ce côté aussi partage d'informations et suivi de la vie du réseau, mais en vue plus large et moins oui, coup de poing. Voilà. Et bien c'est tout pour moi. Je pense que j'ai fait le tour et je vais rendre la main à David pour la conclusion de tout ça. Merci. Ah, Il faut que je... bon, j'ai un petit.
Désolé, j'arrive le temps qu'on bascule d'écran. Donc, merci Simon. On arrive donc à la conclusion. On a dépassé un petit peu le temps, mais je vais simplement rappeler les principales caractéristiques des applications qu'on vient de voir, hein. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. On va essayer de les synthétiser pour y répondre du mieux possible en fin de présentation. Comme vous l'avez compris, hein, les principales caractéristiques, il y a la partie multi-utilisateur, puisque c'est un accès Internet, le nombre d'accès est illimité. L'ergonomie, finalement, je vous laisserai en juger suite à la démonstration, à la présentation qu'a fait Simon, hein. Je rappelle que ce sont des outils qui ne sont pas destinés à des spécialistes de la télégestion ou de l'informatique. L'idée, c'est de pouvoir les manipuler soi-même pour pouvoir paramétrer et configurer les indicateurs dont on a besoin. Un des points importants, c'est le partage des pratiques. On l'a dit tout à l'heure, nous, on essaie de mutualiser au maximum les besoins des utilisateurs pour montrer les fonctionnalités vraiment utiles au quotidien. L'idée étant de finalement rapidement analyser les anomalies pour pouvoir lancer les actions correspondantes sur le terrain. Une autre caractéristique, la sécurité des données. Donc, les données sont envoyées sur les serveurs qu'on utilise grâce à un connecteur. À partir de là, tous les accès se font via chaque utilisateur a un compte avec un mot de passe et les données sont un doublon de ce qui est dans les systèmes de nos utilisateurs. Pardon. Donc, ça veut dire que c'est un accès web 100% sécurisé sur un site Internet comme quand vous accédez à vos comptes bancaires. C'est exactement le même principe, sans pour dans la supervision, puisque les données sont remontées en amont entre la liaison qui a été créée entre votre superviseur et nos serveurs. Un petit rappel aussi sur l'interface unique, hein, c'est que le fait de pouvoir mettre en place ce connecteur permet de s'interfacer avec différents superviseurs sans lancer un projet informatique très compliqué. Et ce qui veut dire que pour faire le suivi quotidien, soit pour la secto, soit pour des postes de relevage ou autres, on peut aller chercher des informations sur différentes sources et sur différents lieux pour les faire afficher et paramétrer l'ensemble du réseau sur Fluxa, quoi. Ensuite, le mode de fonctionnement, hein, on n'est pas sous un mode de licence, hein, c'est un accès donc dans le nuage. Hein, donc, le système et la solution qu'on propose, c'est un logiciel qui est hébergé chez nous. Donc, en anglais, Software as a Service, hein, c'est ce qu'on appelle le mode SaaS, qui permet une très grande liberté en termes d'accès. Et bon, comme la période le prouve actuellement, on a certains utilisateurs qui ont pu trouver et détecter des fuites chez eux en consultant sur leur smartphone les graphiques que vient de vous présenter Simon. Voilà pour ce qui est un petit rappel des caractéristiques principales. Une petite carte de France des collectivités qui nous font confiance, dont certains sont présents parmi nous et qu'on salue encore. Je ne vais pas tous les citer. On a aujourd'hui donc un peu plus d'une trentaine d'abonnements et puis un contrat aussi avec Veolia France qui utilise une partie ou toute partie selon les régions de nos applications. En complément de ça, on a aussi 23 structures qui sont en phase de test, hein, puisqu'on a la capacité, je reviendrai après, de mettre en place assez facilement des tests à partir du moment où on a réalisé l'interfaçage. Il n'y a pas d'engagement particulier, mais ça permet au moins à l'utilisateur de se rendre compte de la pertinence de l'outil avant de se décider à s'engager sur un abonnement un petit peu plus long. Voilà, sur la partie droite, vous retrouvez, on ne voit pas très bien, mais c'est un peu fait exprès. C'est simplement pour rappeler qu'on a aussi des utilisateurs qui peuvent témoigner. Donc, il y a des petits films qui ont été faits lors d'une journée annuelle qu'on a organisée il y a 2 ans et l'année dernière avec des utilisateurs pour pouvoir un petit peu partager le retour d'expérience. Tout ça est visible sur une chaîne YouTube et puis on vous enverra aussi les liens pour pouvoir y accéder. Et surtout, si vous avez besoin qu'on vous mette en contact avec des utilisateurs actuels, faut pas vraiment hésiter à nous demander. On peut soit vous accompagner, soit vous pouvez rentrer en contact avec eux directement. Donc aujourd'hui, on a à peu près plus de 3000 utilisateurs tout confondus. Et pour la secto, à peu près un peu plus de 16 000 secteurs configurés dans les applications Fluxa, quoi. Donc on peut dire que ça a fait ses preuves. Voilà, un petit rappel sur comment on fait pour utiliser le service. Donc, sur la partie gauche, vous avez les applications auxquelles vous avez accès. Ça, c'est la première page du support. Donc, en l'occurrence, Simon ou Guillaume, quand on clique sur le bouton assistance lorsqu'on est sur l'application, on tombe sur support. Vous avez tout un tas de documentation, de tutoriels et éventuellement la capacité à rentrer en contact avec Simon, Guillaume pour leur demander un petit coup de main sur une configuration. Et en même temps, vous pouvez aussi proposer vos fonctionnalités. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes prises en compte, mais par contre, c'est ce qui nous sert à faire évoluer les fonctionnalités, à mutualiser l'ensemble des besoins qui sont répertoriés au niveau de nos utilisateurs
pour pouvoir faire des développements à bon escient et surtout avec l'expertise métier de nos utilisateurs. Donc, le fonctionnement ensuite du service, c'est un service tout inclus, j'en ai parlé tout à l'heure, un accès à un logiciel hébergé à l'extérieur, avec des formules d'abonnement de 12 ou 36 mois, nombre d'utilisateurs illimité, hein, donc c'est un peu la différence par rapport au système de licence. Là, vous pouvez configurer autant d'utilisateurs que vous voulez, bon, sachant qu'on est sur des structures où on ne va pas non plus se retrouver avec 10 000 utilisateurs. Ça prend en compte aussi la traçabilité, c'est important entre collègues éventuellement. Simon montrait la capacité à mettre des commentaires. Les commentaires, quand ils sont mis, ils sont signés. Ça permet de se dire un an après, tiens, comment ça se fait qu'on a mis ça? On peut savoir qui a mis cette information et se retourner vers lui pour en savoir un peu plus s'il y a besoin de creuser. Donc la formule comprend l'interfaçage, le support, les mises à jour, la maintenance, l'export de données, enfin toutes les fonctionnalités qu'on vous a présentées sont incluses dans l'abonnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût caché. Une fois que vous engagez là-dessus, il n'y a pas de surprise. Et je le rappelle, donc les tests sont sans engagement. Évidemment, on ne va pas faire des tests pendant 2 ans, mais l'idée, c'est que vous puissiez prendre en main l'application sur peut-être une dizaine de secteurs et ensuite vous engager sur un abonnement un peu plus long une fois que vous êtes sûr que la démonstration a été faite de l'utilité des fonctionnalités. Voilà, j'en ai bientôt terminé. Un petit rappel sur les fonctionnalités qui sont en cours de réflexion. On a posé quelques questions sur le sondage. Si ça fonctionne et si vous pouvez répondre, ça nous donnera un petit complément d'informations sur les orientations qui vont être prises. On réfléchit aujourd'hui à pouvoir intégrer éventuellement des informations en provenance des capteurs et des loggeurs acoustiques. L'idée étant, croiser de l'information sur le débit mini, plus les volumes journaliers, plus des loggeurs acoustiques en alerte. Est-ce que ça peut être aussi un indicateur intéressant pour l'exploitant, pour le guider sur les secteurs où il y a potentiellement une fuite? On réfléchit aussi à l'intégration des données en provenance des systèmes informatiques qui gèrent la partie facturation abonnée pour peut-être pouvoir calculer ou améliorer, calculer les rendements par secteur. Bon, voilà, c'est des idées qui ont émergé sur lesquelles on est en train de travailler. Et puis, bien sûr, il y a toujours l'amélioration continue selon le retour des utilisateurs qui est prise en compte. Donc, n'hésitez pas. Les démonstrations, les demandes, c'est soit auprès de l'équipe commerciale que vous connaissez peut-être, soit directement sur le site internet fluxaqua.com, soit en envoyant une demande à vente@fluxaqua.com. J'en arrive à la fin. Merci à tous. On n'aura pas su qui était en pyjama aujourd'hui. Tant pis, c'est pas trop tard. Donnez-nous vos avis pour cette webconférence, notre première webconférence. Donc j'espère qu'on a dépassé un petit peu sur le temps, mais bon, voilà. Et puis on vous enverra sur un message complémentaire les liens pour récupérer la documentation. Et je pense que le webinaire devrait être revisible pour ceux qui n'ont pas pu y participer. Merci à Simon. Éventuellement, Shaima, je te laisse la parole si tu as noté quelques questions et si tu veux les annoncer pour que Guillaume ou Simon puissent y répondre. Ça va peut-être le coup de les repasser en vue si certains n'ont pas. À pas mal de questions. Si c'était possible de centraliser avec Fluxaqua pour interprétation des données de plusieurs origines de données. Donc télégestion, télérelève, tableau Excel, avec saisie manuelle régulière de données. Il y a eu 7 participants qui ont noté cette question pour avoir une réponse de la part de Fluxaqua. Guillaume, je te laisse répondre. On t'entend pas? Fermé. Oui, alors pardon, je suis en train de répondre à la dernière question. Je vais reprendre dans l'ordre où je les lis. Quand on dispose de centaines de secteurs, les infos des écarts peuvent-elles également être transférées par pop-up ou mail? Donc ça c'était Bernard Michaud. Donc effectivement, c'est ce que disait Simon tout à l'heure. Il est possible de se paramétrer une notification quotidienne qui permet donc de recevoir dans sa boîte mail les premiers secteurs, les plus fuyards donc, chaque jour dans sa boîte mail. Alors après, en fait, le fonctionnement de la page secteur prioritaire permet de s'affranchir de ce résumé. Enfin, il suffit de se connecter une fois par jour. Et donc, les premiers secteurs qui sont en haut de la page sont ceux qu'il faut aller voir. Donc, même si vous avez des centaines de secteurs, normalement, en fait, vous n'avez à aller vérifier les données que des 10, 15 premiers. Et en particulier de ceux qui sont apparus aussi depuis les jours précédents. Voilà, donc normalement, le fonctionnement permet de
traiter un grand nombre de secteurs sans problème. Donc ensuite, Grégory Galland qui disait: est-il possible d'associer des dépassements de seuil à des alertes de type SMS? Alors, c'est un peu la même réponse. Enfin, on peut dire qu'on peut envoyer des notifications. Là, quand même, quand on parle de SMS aussi, je pense que la question peut être liée à des alertes instantanées, qui est souvent, c'est souvent ce qu'on a en exploitation pour traiter les urgences. On reçoit un SMS pour dire que telle pompe a un problème ou que tel débit dépasse un niveau trop, et donc il y a seulement une grosse fuite qui vient juste de démarrer. En fait, ça, c'est des choses que vos superviseurs, normalement, font déjà, et que donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir dans FluxAqua. Donc, FluxAqua, de toute manière, ne traite pas les données instantanées. Nous recevons les données, en général, une fois par jour. On peut programmer plusieurs envois par jour, mais de toute manière, les automates n'envoient pas des données toute la journée dans votre superviseur. Donc, nous, depuis le superviseur, on ne peut pas avoir des données instantanées. Voilà. Donc, ce que fait FluxAqua, c'est plutôt traiter les masses de données que vous recevez tous les jours, et plutôt, donc on reçoit aujourd'hui les données d'hier, et donc aujourd'hui, on fait des interprétations sur les données reçues jusqu'à hier. Voilà. Il y a peut-être la question de Jérôme Fedrico, Ouais, pardon, qui a des questions sur le calcul du débit. Alors, je pense qu'il faut peut-être refaire une petite explication sur comment se fait le calcul du débit et où sort le calcul de débit mini. Je pense que c'est deux choses différentes. Ok. Donc le calcul du débit il est très simple. Le travail de FluxAqua, c'est surtout d'homogénéiser les données ensemble pour permettre le calcul ensuite. Le calcul, on prend tous les débits rentrants. Donc, on configure 3 types de capteurs. Il y a les débits entrants, sortants et les stockages dans les réservoirs. Donc, le principe, c'est que vous délimitez entièrement votre secteur. Votre secteur, donc votre partie du réseau que vous prenez, que vous suivez dans FluxAqua, doit être entièrement délimité par des compteurs télégérés. Toute l'eau doit passer par ces secteurs. Il ne faut pas qu'il y ait des vannes fuyardes ou des canalisations qui soient sans compteur. Et on va aussi suivre les volumes stockés dans les réservoirs. Donc tout ce qui rentre, moins ce qui sort, et moins les éventuels stockages dans le réservoir, ça va être votre débit consommé plus le débit de fuite. Donc voici l'équation qu'on fait, c'est simplement les entrants, moins les sortants, et moins les variations du réservoir. Donc si le réservoir monte, c'est du volume stocké, donc qui sort du secteur, qui n'est pas du volume de fuite ou consommé. Et si le réservoir se vide, c'est à nouveau de l'eau qui rentre dans le secteur. Donc c'est très simple. Derrière, toute la complexité en fait que traite FluxAqua, c'est homogénéiser les données entre elles, quels que soient les différents pas de temps, les éventuelles remontées intempestives de données, etc. Donc nous, on épure les données et on fait ce calcul, ce qui fait que vous avez un calcul d'un débit instantané tout au long de la journée. Et donc, comme vous le savez bien, le débit instantané, donc c'est les consommations plus les fuites. Vous avez la nuit très peu de consommation et la journée des pics de consommation. Et donc, ce qui reste par contre la nuit, ce qui a tout le temps, toute la journée, c'est un volume de fuite plus ou moins permanent. Et la nuit, il ne reste que ce volume de fuite, ce débit de fuite, pardon. Donc, quand nous, on calcule le débit minimum, en fait, ça revient quasiment à identifier le débit de fuite. Voilà. Ce que je peux dire en complément, parce que la question c'était aussi est-ce que c'était un calcul théorique ou pas. En fait, il y a deux choses. Le débit est calculé comme l'a donné Guillaume en fonction des index qui sont remontés. Et donc, sur la part des index, il y a les volumes et on recalcule les débits. Et ensuite, chaque jour, sur la période que vous avez déterminée, donc là, en l'occurrence, par défaut, nous, c'est entre minuit et minuit, l'application va chercher la valeur la plus basse du débit. Et c'est ce qui est remonté sur la courbe des indicateurs que montrait tout à l'heure Simon. Donc après, si l'utilisateur préfère suivre et faire remonter dans l'application le débit minimum constaté, mettons entre 23h et 4h du matin, on peut paramétrer cette période pour l'ensemble des secteurs. Et à ce moment-là, l'application ira chercher et fera remonter le calcul du débit entre cette période-là et fera remonter que le débit minimum.
Voilà, du coup, j'ai vu que vous reposez la question du débit à 0 m3 avec un volume journalier. En fait, il s'agit peut-être que Simon peut remettre l'écran sur la partie débit mini, sur les indicateurs. Mais Ouais, sur l'indicateur, en fait, c'est pas le débit qu'on remonte, c'est le débit minimum constaté sur la période de 24 heures. Donc, sur le premier schéma, Alors en fait, voilà, donc sur cette page-là, c'est un débit minimum relevé sur la journée, comme disait David, il est à zéro. Mais c'est-à-dire que, en fait, il y a un volume consommé en effet ici de 115 mètres cubes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu du débit pendant toute la période de la journée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de la journée où personne n'utilise de l'eau. Ça génère quand même un volume à la fin de la journée, mais il y a des périodes de consommation très faibles, donc en l'occurrence nulles, pendant la nuit. C'est-à-dire que là, sur la courbe qu'on voit, alors, tant que ça charge, on va voir du coup la courbe jaune en fait qui repart. Enfin voilà, donc on a notre consommation en termes de débit, c'est-à-dire que ici le débit a été de 15 mètres cubes heure. Voilà, à cet endroit-là, il a été de 0. Donc le débit minimum sur la journée, ça sera 0. Voilà, et donc c'est ce que disait Guillaume du coup en termes de débit de fuite. Voilà, je sais pas si ça répond. Vas-y, ouais. c'est cette valeur-là qui est remontée sur le graphique précédent. Voilà. Et pour expliquer comment on calcule le débit, tout à l'heure, ce que je disais, en fait, là, la courbe jaune est recalculée par rapport aux index, donc ce que disait David, aux index mesurés. Donc en gros, là, on prend deux valeurs sur des pas de temps consécutifs, donc la valeur à 8h30 moins la valeur à 8h15, et on ramène ça à l'heure, voilà, en convertissant, et puis ça nous donne une valeur de débit, tout simplement. Voilà, voilà. Ok, pour avancer, je continue sur les questions. Donc Jean-Philippe qui demandait si la fonctionnalité de cartographie est active, donc oui. Et donc effectivement, pour voir les secteurs sur la cartographie, il suffit de rentrer dans chaque secteur une latitude et longitude. Et donc ça permet de pointer avec un pin unique pour chaque secteur sur la carte ces secteurs. Peut-on utiliser notre web SIG à la place de Google Maps? Donc actuellement non, c'est pas quelque chose qu'on a envisagé. Pourquoi pas éventuellement à terme si vraiment il y a un besoin. Pour l'instant, on n'a jamais eu trop ce retour. Est-ce qu'il est possible de centraliser avec Fluxaqua les données de plusieurs origines de données, donc la télégestion, la télérelève, des tableaux Excel avec des saisies manuelles, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que Fluxaqua permet de centraliser plusieurs superviseurs différents de manière indépendante. Ensuite, il n'y a pas de différenciation dans Fluxaqua. Tout peut être mis ensemble. On peut faire de la relève manuelle directement dans Fluxaqua via des interfaces de saisie. Et il y aura bientôt, donc c'est en développement, je suppose pour les, on va dire, 3 prochains mois ou dans ces eaux-là, la possibilité d'importer des fichiers CSV directement. Donc moyennant une mise en forme de vos fichiers Excel, effectivement, il sera possible d'importer en masse des données depuis des fichiers Excel. Et donc par contre, il n'y a pas d'intégration de relève abonnée. Alors, comment le raccordement des données est possible pour un système de télégestion installé sur un serveur virtuel hébergé? Donc en fait, actuellement, pour tous les superviseurs, il faut juste installer un connecteur, donc il y a un petit logiciel à mettre sur votre ordinateur avec la supervision. Si votre superviseur est hébergé sur le web, dans ce cas-là, donc c'est le cas par exemple avec WebLS, on arrive à récupérer les données via un accord avec Sofrel dans ce cas-là. Et voilà, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Guanaël qui dit bonjour, y a-t-il des analyses de comparaison de seuil avec les données de pression? Donc sur les secteurs, on affiche la pression si besoin. Si vous avez des capteurs, vous pouvez les afficher. Par contre, il n'y a pas, c'est purement visuel. Donc vous verrez à la fois les volumes, les débits, et en dessous la courbe des pressions si vous les avez configurées, mais il n'y a pas d'analyse croisée formelle. Donc ensuite, Andrés qui dit donc bonjour, au niveau des indicateurs, prenez-vous en compte la densité des secteurs et pour raison technique, certains points de comptage ne rebattraient qu'une donnée par jour.
donc pas de débit mine de nuit. Donc sur la deuxième question, effectivement, s'il n'y a qu'une donnée par jour, c'est pas possible de calculer un débit. Donc c'est juste que l'outil sera moins adapté, mais vous pourrez toujours suivre les volumes journaliers et mettre des seuils. Donc ça veut dire que l'outil est moins, vous apporte moins de précision, mais parce que la précision n'est pas là au départ. Vous pouvez quand même mettre, utiliser tout le reste des fonctionnalités. Au niveau des indicateurs, est-ce qu'on prend en compte la densité des secteurs? Alors, en fait, dans FluxAqua, on ne prend pas en compte ces densités, c'est plutôt à vous, quand vous fixez les seuils, de savoir si vous avez un secteur rural, urbain, et donc de fixer des seuils adaptés. Et en particulier, comme on calcule l'ILP, vous pouvez voir par rapport à l'ILP journalier qui est calculé, si ça correspond ou pas à au type de réseau. Voilà, en fixant des seuils d'ILP adaptés à votre réseau. Et pour David, comment est calculé le coût de l'abonnement annuel? Je te laisse répondre. Alors, l'abonnement, enfin le prérequis, c'est donc l'interfaçage avec le système de supervision. Et ensuite, en tout cas pour ce qui est de la sectorisation, c'est le nombre de secteurs. Donc, les abonnements commencent à partir de un secteur et puis jusqu'à des dizaines ou des centaines. Donc, en sachant que le sous-jacent, c'est le nombre de compteurs. Et après, on a une distinction entre des compteurs, ce que nous on appelle monosecteurs, où vous avez juste un compteur entrant, et puis des compteurs multisecteurs. Donc après, je ne sais pas de quelle collectivité vous êtes, mais ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on a lancé le test, on regarde à peu près combien de secteurs vont être configurés, parce que des fois, c'est pas toujours très clair de le savoir avant. Et puis, avant la fin du test, on fait un devis définitif sur le nombre de secteurs qui vont être utilisés. On peut très bien commencer à le faire que sur une dizaine de secteurs parlants, et puis l'année d'après ou en cours d'abonnement, augmenter le nombre de secteurs. Donc, c'est très simple d'utilisation et puis surtout, c'est évolutif. Voilà. Donc, on peut mettre des paliers à partir de un secteur. Après, pour les autres applications, pour les postes de relevage, ça va être pareil sur le nombre de postes, nombre de DO. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Après, on est à disposition pour faire des devis, il ne faut pas hésiter. Et je réponds à une dernière question de Gwenaël. Donc, comment calculer un débit de secteur quand il manque le report de données d'un compteur, en cas, par exemple, de problème de communication? Donc, en fait, on considère que si on n'a pas les données, on ne peut pas faire le calcul. On nous a déjà, par exemple, proposé d'extrapoler d'autres données, les données précédentes. Mais on considère que si on fait ça, vous pouvez rater quelque chose parce que vous extrapolez quelque chose qui est faux. Voilà, donc s'il n'y a pas de données, c'est ce que Simon montrait tout à l'heure, on affiche un secteur avec une croix dans le tableau de synthèse pour indiquer que là, il y a un problème de remontée sur un des compteurs. Sinon, je le rappelle, on vous enverra tout ce qui concerne les liens pour pouvoir prendre contact avec nous pour d'éventuelles démonstrations plus confinées et plus exclusives. Voilà, je vois pas le chat. Merci à tous pour votre participation en tout cas. Ok, merci. Merci à tout le monde. Merci.